Salut, c'est Florent et bienvenue sur le podcast des nouveaux rentiers. Aujourd'hui, on va faire un petit podcast d'actualité un petit peu pour changer et je vais m'attaquer à la question marché cher, taux encore assez élevé. Faut-il vraiment investir en bourse maintenant? Donc ça, c'est des questions qu'on va se poser aujourd'hui. Pour ceux qui me connaissent pas, donc je m'appelle Florent Pontier, je suis conseiller en gestion de patrimoine et investisseur depuis plus de 15 ans en bourse et j'ai notamment développé une méthode d'investissement qui s'appelle la méthode RSR que j'ai enseignée déjà à peu près, 150 personnes jusqu'à présent. La durée estimée aujourd'hui, elle est à peu près de 30 minutes et les datas que je te fournis aujourd'hui, ce sont des données que j'ai eues au 18 février, 2026. C'est toujours important de repréciser aussi, à quel moment, j'ai récupéré, ce que je te raconte, en fait, tout simplement. Hem, donc la question je fais ce podcast parce qu'il y a une question qui revient vraiment en boucle, quand j'ai des rendez-vous avec des prospects intéressés par ma méthode ou même des clients que j'accompagne actuellement. C'est, «Florent, les marchés sont au plus haut, c'est pas le moment d'investir, oui ou non?» Enfin, c'est un peu ce genre de questions que je reçois très fréquemment. Donc peut-être que toi, tu te poses aussi cette question aujourd'hui et si c'est le cas, bravo, parce que ça veut dire que tu t'intéresses à tes finances, que tu regardes ce qui se passe autour de toi et ça, c'est déjà mieux que 90 des Français, je dirais. Mais il faut être honnête aussi parce que c'est derrière cette question, en fait, il y a de la peur et notamment, il y a la peur en investissement, de perdre et ça, c'est le pire conseiller que tu puisses avoir en tant qu'investisseur. Le sujet de cet épisode d'aujourd'hui, justement, c'est de comprendre pourquoi attendre le bon moment, c'est souvent la pire décision qu'on peut prendre et comment investir intelligemment dans un marché comme celui-ci en ce moment, qui est un petit peu compliqué, en 2026, qui était déjà un petit peu compliqué en 2025 d'ailleurs. L'état des marchés justement au 18 février 2026, c'est que le SP 500, donc l'indice américain qui réunit les 500 plus grosses sociétés américaines, il est à 6 870 points. Après un plus haut historique à plus de 7 000 points, donc ça c'était le 28 janvier 2026. Il a fait quand même 3 années consécutives de hausse de plus de 10 le SP 500, donc il a fait une très, très belle performance. Si on revient en France avec le CAC 40, bah, il est à 8 393 points. Il est à 3 points de son record absolu de 8 396 et donc il est également sur un sommet, historique. Et puis, si on refait un petit zoom sur le SP 500, sur les 3 dernières années, c'est quand même plus de 80 de hausse. Plus 26 en 2023, plus 25 en 2024, plus 18 en 2025 et c'est seulement la 8e fois depuis 1926 que cela arrive. Donc c'est quand même des cycles assez, hauts et pas face à ces chiffres, la réaction naturelle est de se dire: «Bah, c'est trop haut, c'est trop tard, j'ai raté le train». Mais est-ce que c'est vraiment le cas? C'est exactement ce qu'on va décortiquer du coup, aujourd'hui dans ce podcast. D'ailleurs, petite parenthèse, ce podcast est toujours, en audio sur toutes les plateformes de podcast, donc Apple Podcast, Spotify, Deezer et cetera. Donc d'ailleurs, si tu es sur ces plateformes, n'hésite pas à t'abonner au podcast et à laisser une petite note et un petit commentaire pour dire que tu écoutes le podcast, que tu aimes bien, que tu aimes pas, voilà. Et ce podcast maintenant est aussi en vidéo sur YouTube, donc si tu veux voir ma tête et un petit peu, les présentations que je propose avec ce podcast, tu me trouveras, sur le nom, Florent Pontier, les nouveaux rentiers aussi, que tu trouveras sur YouTube et là, pareil, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un petit commentaire, un petit like. Ça fait toujours plaisir et c'est ça qui permet de faire connaître, ce podcast au plus grand nombre. Revenons à nos moutons. Donc la vraie question pour moi à se poser, c'est pas celle d'avant, c'est: «Est-ce que tu préfères avoir raison ou être riche?» Voilà, je te la répète, est-ce que tu préfères avoir raison ou être, riche? Les gens qui attendent le bon moment, ils ont souvent raison sur le diagnostic. Oui, le marché est haut, mais ils se retrouvent à regarder le train partir sans eux et ça plusieurs fois d'affilée. Et donc c'est ça qui pose problème. Donc aujourd'hui, les 3 choses au programme qu'on va regarder, c'est les indicateurs macroéconomiques du moment, ce qu'ils disent vraiment en langage vraiment humain. Je vais pas te faire du jargon, financier incompréhensible. Pourquoi en deuxième partie, pourquoi attendre est une erreur? Les preuves statistiques et historiques, qui montrent que l'attente peut coûter cher.
Et en troisième partie, comment investir intelligemment sans jouer au héros, même dans un marché comme celui-ci qui est un peu compliqué en ce moment. Donc voilà, première partie, ce que disent vraiment les indicateurs macroéconomiques. Donc on va regarder notamment les taux. Donc la BCE, la Banque centrale européenne en zone euro, le taux directeur aujourd'hui est à peu près à 2% depuis juin 2025. Il y a des réunions régulières en fait pour savoir si on va monter, baisser les taux et cetera, et donc ça fait 5 réunions consécutives sans changement de taux. La dernière était en février 2026. Donc voilà, les taux aujourd'hui sont dits neutres, c'est-à-dire qu'ils sont ni stimulants ni freinants pour l'économie, et du coup la BCE décide de laisser, tourner pour l'instant, la machine économique à ces taux-là. Au niveau de la Fed, donc qui est l'équivalent de la BCE mais aux États-Unis, on a un taux qui est de 3,5 à 3,75, qui est légèrement plus élevé que l'Europe. Ça a toujours été le cas d'ailleurs historiquement. Les États-Unis ont toujours eu un taux plus haut que le taux européen. La majorité des personnes, s'attendent à des taux assez stables pour 2026. Les taux à 2, ce qu'il faut comprendre, c'est que les taux à 2, c'est pas des taux élevés. Si on revient sur la BCE, en 2023, on était plutôt autour de 4 et on est redescendu. Donc on est actuellement dans une zone de confort. Il y a 2 ans, en fait, ce qu'il faut se dire, si on se remet un petit peu les choses en tête, c'est qu'on rêvait d'être à 2 il y a 2 ans. Et maintenant qu'on y est, on trouve quelque chose pour s'inquiéter. Et ça, c'est un peu le comportement humain, classique que je trouve assez formidable. Mais, on va toujours chercher, en fait, la petite bête, le truc qui va pas. Au lieu de prendre du recul et se dire: «Voilà où on en était il y a quelques années, voilà où on est aujourd'hui, et finalement, c'est pas si mal, en fait». L'inflation, c'est un petit peu la bonne surprise du moment, hein. La zone euro, elle est autour de 1,7 d'inflation en janvier 2026, donc c'est en dessous de l'objectif de 2 de la BCE. La France, on est autour de 0,8 d'inflation, donc on est loin vraiment, de 2022-2023 où on frôlait, les 10 dans certains pays. Aux États-Unis, on est à 2,4, c'est un des plus bas, depuis 2021. Donc on est plutôt, concrètement assez OK au niveau de l'inflation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pouvoir d'achat se stabilise, la pression sur les prix s'allège, et les banques centrales n'ont pas vraiment de raison du coup de remonter les taux pour le moment. Au contraire, si l'inflation continue même de baisser, la prochaine surprise pourrait être justement une continuité de baisse des taux. Mais pour ça, ils regardent un petit peu ce qui se passe et ils ajustent, mois après mois, année après année, trimestre après trimestre, année après année. Mais voilà un petit peu l'état actuel des choses au niveau des taux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu m'écoutes, tu es peut-être, sur des fonds en euros, sur des livrets A, des LDD, des PEL, des trucs comme ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans tous les cas, même si l'inflation a baissé, les taux que toi tu as avec ces outils financiers, ces outils d'épargne plutôt, parce qu'on va pas dire que c'est des outils financiers, bah, les taux que tu auras sont toujours en dessous de l'inflation, ce qui n'était pas le cas avant, où les livrets A étaient faits pour battre l'inflation, pour te protéger contre l'inflation, et c'est plus le cas, en fait, depuis plusieurs années, et c'est toujours pas le cas, ce sera toujours pas le cas en 2026 parce que, en fait, l'inflation baisse, mais le taux du livret A baisse en dessous du niveau de l'inflation, donc tu as quand même une perte de pouvoir d'achat. C'est ça que je voulais te faire comprendre. La croissance aujourd'hui, elle est solide, mais elle est pas euphorique non plus. Le 4e trimestre de 2025 nous montre, une hausse du PIB en zone euro de plus 0,3. C'est toujours mieux que les 0,2 attendus, mais c'est pas folichon non plus. Sur l'année, on est, à plus 1,5. C'est pas, comme je te disais, c'est pas extraordinaire, mais c'est suffisamment solide pour soutenir les bénéfices des entreprises sans créer de surchauffe économique. Aux États-Unis, les perspectives 2026, elles sont d'une économie résiliente, bénéfices des entreprises du SP 500 autour de
plus 12,5 de hausse d'après le Goldman Sachs et Bloomberg. Donc c'est quand même le pourcentage est quand même assez élevé. Enfin, en tout cas, la hausse des bénéfices est attendue est assez élevée et du coup, ça nous amène à un consensus des analystes de Wall Street qui vise à peu près les 7 555 points pour fin 2026, donc une hausse à peu près de 9 du SP500 par rapport au niveau actuel. Après, il peut se passer encore beaucoup de choses. On n'est qu'au début de l'année et ça dépendra de tous les événements qu'on va avoir finalement sur l'année 2026. Faudra refaire un petit topo, régulier là-dessus pour voir, si on atteint les prévisions des, analystes qui se plantent quand même, la plupart du temps, il faut le dire. Si je dois résumer un petit peu tout ça finalement en une phrase, c'est que l'inflation elle est maîtrisée, les taux sont stables à des niveaux raisonnables, la croissance elle est modérée mais positive, les entreprises continuent de gagner de l'argent. Donc c'est pas un monde parfait, mais le monde parfait pour investir n'a jamais existé et n'existera jamais. Donc l'important c'est la tendance et la tendance pour l'instant elle est plutôt favorable. Voilà pour le contexte économique actuel, macroéconomique actuel. Maintenant, on va parler d'études et de statistiques et pourquoi attendre est souvent la pire décision qu'on peut faire. Je vais te raconter notamment, mon histoire personnelle, notamment qui m'a amené à créer, la méthode RSR. Donc en fait, fin 2018, le marché qui a plutôt bien dévissé. Le SP500, il a perdu presque 20 en 3 mois. Le CAC 40, il a plongé, les médias ont paniqué, tout le monde parlait de récession et cetera et moi, en fait, j'étais là, ça faisait 8 ans déjà que j'investissais en bourse. J'avais découvert les ETF en 2015-2016, donc j'étais déjà sur des ETF à l'époque, en 2018, mais j'étais pas serein. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais pas de méthode. J'avais des convictions. Je m'étais déjà dit: «Tiens, les ETF, c'est une bonne idée, il y a des choses à faire», mais j'avais pas de cadre, j'avais pas de règles, j'avais pas de stratégie et j'avais pas de système qui me disait: «OK Florent, voilà ce que tu fais, par rapport à ce qui se passe en ce moment». Et du coup, résultat, j'ai hésité, j'ai regardé le marché descendre, je me rappelle plus si j'ai vendu ou pas au pire moment. Enfin bref, j'ai un peu été, spectateur et je prenais quand même, une malgré un portefeuille qui a été vraiment haussier, du coup, je reprenais une baisse dans les dents et je savais pas trop quoi faire, en fait. Et quand le marché est reparti, parce que le marché, il repart toujours, j'ai eu ce sentiment, en fait, que tous les investisseurs connaissent, en tout cas quand on est débutant ou quand on sait pas trop quoi faire, c'est le regret de ne pas avoir agi et c'est cette expérience-là, entre autres, qui m'a poussé à créer la méthode RSR parce qu'en fait, j'en avais marre de naviguer à vue depuis 8 ans, de me laisser guider par mes émotions, de lire les gros titres du journal, de Capital ou de BFM et de prendre des décisions en conséquence. Donc ça a été vraiment un événement assez clé, dans mon parcours d'investisseur et je crois pas que je t'en ai parlé pour le moment. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais t'en parler, aujourd'hui, tout simplement. Et à ça, je voudrais te repartager une expérience, plus récente, de 2024 en fait, une leçon avec, 90 000 €, donc c'est quand même une leçon assez conséquente, ce que j'ai apprise à mes dépens. C'est qu'en fait, fin 2023, j'ai vendu un appartement, donc je récupère une somme, assez conséquente d'argent, et courant 2024, je décide de réinjecter sur les marchés environ 90 000 €, sauf qu'en fait, j'ai pas tout fait d'un coup. J'ai voulu diluer. C'est ce que je conseille d'ailleurs en général aux personnes qui rejoignent l'accompagnement, d'étaler mes entrées, d'être prudent en fait, finalement. Et le résultat en fait, c'est que le 2024 a été une année exceptionnelle. Plus 73 de hausse sur mes investissements, 73 c'est vraiment énorme pour, comme performance et du coup, en fait, chaque mois que j'ai dilué, que j'ai attendu pour investir ces 90 000 €, c'est de l'argent qui a pas travaillé pour moi. Donc du coup, c'est du rendement et des euros que j'ai laissés sur la table. Et la leçon, c'est que, du coup, avec du recul, j'aurais dû tout mettre d'un coup, début 2024, directement après la vente de mon appartement et profiter de toute la hausse sur la totalité du capital et la totalité de 2024. Est-ce que je me flagelle pour autant? Non, parce que déjà, je pouvais pas savoir que 2024 allait être une si bonne année. Mais cette expérience, elle m'a rappelé vraiment quelque chose de fondamental. C'est que même quand on décide d'investir, la façon dont on le fait compte quand même
Pas mal et il faut quand même se poser les bonnes questions, avant de commencer la démarche et attendre même, tu vois, j'ai pas dilué sur très longtemps, hein, j'ai dilué sur 6 mois, 8 mois, mais attendre comme ça, bah, ça m'a coûté finalement. Ça m'a coûté et on va voir juste après que c'est le cas dans 2 tiers des cas à peu près. D'ailleurs, on va rentrer dans un peu les études et les chiffres. Donc je t'ai donné, ce chiffre, en fait, je mixe plein d'études et plein de sources, que j'ai rassemblées dans ce podcast aujourd'hui. Donc là, l'étude, c'est une étude qui a été, menée par, Franklin, Templeton. Tu en as peut-être déjà entendu parler, je crois que j'en ai déjà parlé dans ce podcast. Hem Et en fait, ça part du constat suivant, c'est-à-dire que quelqu'un qui investit 10 000 € dans le SP500 en 2005, sans rien toucher jusqu'à aujourd'hui, il a un rendement moyen d'environ 10,35 par an et du coup, il transforme 10 000 € en 71 750 €. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu rates seulement 10 des meilleurs jours de cotation du marché sur les 20 dernières années, donc c'est quand même 10 jours sur 5 000, plus de 5 000 jours, ta performance, elle est divisée par 2 et ça, c'est quand même très important de l'avoir en tête. Si on regarde une autre étude, de JP Morgan cette fois, c'est que le rendement annuel SP500 de 2003 à 2023 pour un investisseur, resté investi sans rien faire aussi encore une fois, donc tu prends un ETF, SP500 par exemple, elle est de 9,7. Par contre, si tu as raté les 30 meilleurs jours, tu baisses à 3,8. Donc 3 jours sur 20, enfin 30 jours sur 20 ans, c'est pareil, c'est pas grand-chose. Donc ça rejoint l'étude de Templeton, en fait, tout simplement. Et une dernière étude, de Dalbar 2024 cette fois, c'est que la majorité des investisseurs qui en général, ce que je constate dans mes rendez-vous, c'est qu'ils mesurent pas leur performance tout simplement et l'étude en tout cas montre que l'investisseur moyen, en général, dégage une renta de 5,5 contre 9,9 sur le SP500 sur la même période et c'est lié notamment, pas que dans la sélection d'éthique, mais aussi dans le comportement, où les débutants vont avoir tendance à acheter haut, vendre bas, sortir au mauvais moment et du coup diluer leur rentabilité. Ce qu'il faut retenir, c'est que personne, absolument personne, n'est capable de prédire quels sont les meilleurs et les pires jours à l'avance, même pas Warren Buffett, même pas ton beau-frère qui sent bien le marché. Donc il faut faire attention à ça et pas se prendre pour un héros du marché, un héros des temps modernes et un visionnaire ou quelqu'un qui a une boule de cristal alors que tu lis un magazine, tous les 3 4 jours ou le dimanche, en buvant ton café. Ça, c'est important quand même de l'avoir en tête. Oui, mais les marchés sont au plus haut. Alors cette objection, elle revient tout le temps et je voudrais te la contrer. Aujourd'hui, elle est légitime, mais il faut vraiment avoir ça en tête. Donc là, on va regarder des datas de JP Morgan qui a analysé les performances du SP500 depuis 1970 cette fois et selon que l'on investisse à un plus haut historiquement ou un jour normal. Et alors là, ça va te choquer, c'est que quand tu investis sur un plus haut historique et tu regardes la performance de coup entre ce plus haut et ce qui s'est passé 1 an après, et bah, cette fois, tu fais à peu près 9,6 de rentabilité moyenne, alors que si tu investis un jour normal, tu fais 9,4 seulement. Donc c'est assez fou et si tu regardes pas à 1 an, mais à 2 ans cette fois, à 24 mois, le rendement moyen après un plus haut historique, il est de 20,2 contre 18,9 sur un jour normal d'investissement. Donc ce qu'il faut comprendre avec cette étude, c'est qu'investir quand le marché est au plus haut donne historiquement de meilleurs rendements que d'investir un jour lambda. Pourquoi? Parce que un marché qui a fait des plus hauts est un marché en tendance haussière et un marché en tendance haussière, il a plus de chances de continuer à monter que de s'effondrer, tout simplement. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que depuis 1950, le SP500 a atteint un nouveau record, un jour de bourse sur 20. Donc c'est quand même assez fréquent, c'est normal et c'est le signe d'une économie qui fonctionne bien. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que après 5 ans d'investissement depuis 1950, le SP500 n'a jamais été en baisse de plus de 10 au bout de 5 ans.
même après un plus haut historique, en 75 ans. Donc ça, c'est une autre étude, que j'ai récupérée sur Bloomberg. Et le dernier point, c'est que le SP500 a été positif 76 des années depuis 1937, donc 3 années sur 4 environ, qui sont positives, depuis 1937. Donc ça, c'est, Franklin, Templeton qui nous donne cette, statistique-là que je trouve aussi très intéressante. Donc voilà, ça nous amène à la troisième partie: comment investir intelligemment sans jouer au héros? Donc la méthode, que j'utilise, en tout cas pour moi. Hem, J'espère en tout cas que tu es convaincu ou en tout cas déjà un peu plus serein sur la manière d'investir, les stats et cetera, que ça te donne un peu plus de conviction sur la bourse. Maintenant, la vraie question, c'est, comment on fait concrètement tout ça? Donc déjà, on va regarder, est-ce qu'il vaut mieux tout investir d'un coup? Donc ça s'appelle le lump sum ou du DCA, dollar cost averaging, en investissant une fois un petit peu tranquillement tous les mois finalement. Donc là, il va falloir que tu sois honnête avec, toi-même. Ensuite, on va parler des ETF qui pour moi sont un des meilleurs véhicules pour investir en bourse. Ensuite, on va parler de méthode, pas d'opinion, de l'enveloppe fiscale et de ne pas être un héros pour faire ses investissements. Règle numéro 1: est-ce qu'on fait du lump sum ou du DCA? Donc le lump sum, c'est tout d'un coup. Les études, notamment celle de Vanguard, montrent qu'investir en une seule fois bat l'investissement progressif environ 2 fois sur 3. Logique, si le marché monte plus souvent qu'il ne descend, ben, plus ton argent est exposé tôt, plus il va travailler et plus, du coup, ça va être intéressant. Bon, après, on reste que sur 2 chances sur 3. Donc, il y a les 1 chance sur 3 qui peuvent te pénaliser, surtout si tu rentres une grosse somme d'un coup et que tu n'as jamais investi en bourse avant. Mon expérience d'ailleurs de 2024 le confirme. C'est-à-dire que j'étais dans les 2 chances sur 3 et j'aurais gagné davantage en mettant tout d'un coup en janvier 2024 et pas faire du DCA. À l'inverse, le DCA, donc investissement progressif, donc c'est, investir 10, 20, 50 000 €, 100 000 € d'un coup te donne des insomnies. Si tu vas passer tes soirées à rafraîchir ton appli de courtage toutes les 5 minutes, alors peut-être que le DCA, il est fait pour toi et du coup diviser cette somme, sur, plusieurs mois, donc rentrer avec 1 000 € ou 5 000 € par mois si tu as une grosse somme, bah, c'est peut-être la bonne solution pour toi. Pas parce que c'est mathématiquement optimal, mais parce que le meilleur investissement, c'est celui que tu es capable de tenir dans la durée. Et le DCA élimine quand même pas mal le problème émotionnel, surtout quand on est débutant. Et même moi, tu vois, où j'avais du mal en 2024, alors que ça faisait 14 ans que j'investissais, à injecter une grosse somme d'un coup. Donc la vraie règle pour ça, c'est que si tu as un capital et que tu as les nerfs solides et que tu sens que tu vas bien le vivre, bah, investis tout d'un coup parce que statistiquement, mathématiquement, tu auras raison 2 fois sur 3. Si tu as le capital mais pas les nerfs, bah, étale ça sur 6 à 20 mois. Comme ça, bah, tu dors bien la nuit et tu te fais pas un gros stress pour rien. Et si tu pas encore de capital, bah, là, c'est encore plus simple, bah, tu investis tous les mois ce que tu peux investir en bourse. L'important, en fait, c'est de rentrer dans le marché dans tous les cas. Donc pas trop se prendre la tête non plus avec ça. Règle numéro 2: les ETF, c'est le véhicule pour moi qui est le plus intéressant parce que ça t'apporte une diversification instantanée. Un ETF sur le SP500 ou un MSCI World, c'est des centaines ou des milliers d'entreprises en un seul achat. Donc, tu as pas besoin de deviner quelle action va performer et faire ce qu'on appelle du stock picking. D'ailleurs, il y a un épisode sur le stock picking complet où je démonte aussi cette idée que c'est une bonne idée, justement. L'autre avantage, c'est que les frais sont ridicules, souvent moins de 0,3 par an. Donc tu as pas besoin de passer tes soirées à analyser des bilans comptables. Tu achètes le marché, sur le long terme, il monte. Et en dernier lieu, bah, tu auras la performance de marché. Le SP500 a été positif 76 des années depuis 1937. Les années de baisse sont presque toujours suivies d'un rebond puissant. Donc tu captes une tendance long terme sans problème, sans te prendre la tête. Troisième règle: avoir une méthode, pas des opinions. Donc en 2018, en fait, j'avais des opinions. Je pensais que le marché allait faire ceci, que la Fed allait faire cela. Et quand le marché n'a pas fait ce que j'avais prévu, bah, en fait, j'étais perdu. Sans méthode, en fait, tu navigues à vue. Tu es guidé par les émotions.
Tu as des décisions qui sont prises en lisant les gros titres. Tu as des hésitations lors des baisses, des euphories lors des hausses. Tu as des regrets systématiques après chaque décision. Avec une méthode comme la méthode RSR, bah, tu as un cadre clair, des règles définies à l'avance, un système qui te dit quoi faire chaque mois, quelle que soit la configuration de marché. Et quand tout le monde panique, tu as un plan. Quand tout le monde est euphorique, tu as un plan. La méthode RSR, après, c'est pas magique. Elle élimine l'émotion de l'équation, ce qui est déjà une grosse composante. C'est la différence aussi entre un investisseur qui navigue à vue et un investisseur qui sait exactement où il va, et elle vise des rendements qui sont entre 15 et 20 par an, avec une approche structurée et réplicable par n'importe qui, que tu sois débutant ou déjà investisseur en bourse depuis quelques années. 4e règle, penser à l'enveloppe fiscale. Ça, c'est quand même important. Tout le monde ne le fait pas, donc je remets une couche à chaque fois. Le PEA après 5 ans, en France, c'est l'enveloppe fiscale la plus intéressante pour investir en bourse, parce qu'on a que les prélèvements sociaux qui viennent de monter là. J'ai pas mis de nouveau taux, mais bon, je l'ai plus en tête, mais voilà, on est un peu au-dessus de 18, on n'est plus à 17,2. Une fiscalité qui est quand même très avantageuse pour les investisseurs long terme, alors que le compte titre ordinaire, bah, on a une flat tax qui du coup a un peu plus de 31 maintenant sur les plus-values, donc presque le double en fait de la fiscalité du PEA. Et pourtant, j'ai en rendez-vous plein de gens qui investissent sur un compte titre. Donc je comprends pas pourquoi les gens investissent encore sur du compte titre, alors qu'ils pourraient le faire sur leur PEA. Donc action immédiate, si tu n'as pas encore de PEA, bah, ouvre-en un, même avec 100 €, parce que le compteur des 5 années, il commence à la date d'ouverture et à la première date de versement. Heu et du coup, ben, tu peux l'ouvrir, mettre le minimum, et quand tu es prêt pour investir en bourse, bah, au moins tu as déjà quelques années devant toi. Et chaque jour où tu as pas de PEA, bah, c'est un jour perdu sur le plan fiscal, en tout cas. Règle numéro 5, qui est très importante à mon sens, parce que ça je le rencontre toujours, c'est: ne sois pas un héros. Einstein aurait dit que les intérêts composés sont la 8e merveille du monde. Donc si même un prix Nobel de physique trouve ça impressionnant, peut-être que ça vaut le coup d'y prêter attention de ton côté. Le héros pour moi, c'est celui qui essaye de timer le marché parfaitement, d'acheter au plus bas, de vendre au plus haut, de battre le marché en fait. Résultat, en fait, tu as un stress permanent, tu as des décisions émotionnelles, et en général, tu bats pas le marché, tu fais de la sous-performance de marché. La réalité des pros aussi, c'est que sur 20 ans, plus de 90 des gérants de fonds actifs sous-performent leur indice de référence. Donc ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Spiva, c'est une étude qui est très connue maintenant, et en fait, si les professionnels n'y arrivent même pas de manière consistante, pourquoi toi, tu y arriverais, en fait? C'est vraiment la question qui te po que je veux te poser. Te prends pas pour le héros de la bourse. Alors que ça se trouve, tu as jamais investi en bourse, ou que ça fait 1 ou 2 ans et tu te crois le roi du monde, quoi. C'est ça que je veux te faire comprendre. Opte plutôt pour être l'investisseur serein. Donc tu as pas besoin de battre le marché, tu as juste besoin de capter le marché, d'être présent, d'avoir une routine mensuelle, d'être investi, et de laisser le temps et les intérêts composés faire le travail à ta place. Donc moi, c'est ce que je fais en tout cas depuis plus de 15 ans, et ça me réussit pas mal, grâce notamment à la méthode RSR, mais grâce aussi à toute la discipline et la méthode que j'ai mis en place autour de ça. Les 3 grandes leçons de cet épisode, si on résume un petit peu, c'est que les indicateurs actuellement sont favorables. Donc l'inflation, elle est maîtrisée à 1,7 les taux sont autour de 2 une croissance modérée à plus 1,5. C'est pas le monde parfait, mais le monde parfait n'existe pas. Le deuxième leçon, c'est que attendre est statistiquement une erreur. Rater 10 des meilleurs jours sur 20 ans divise ta performance par 2. Investir au plus haut historique donne de meilleurs rendements qu'un jour normal. Le marché est positif 3 années sur 4. Et enfin, tu as pas besoin d'être un héros. Un investissement régulier en ETF dans une enveloppe fiscale optimisée type PEA avec une méthode claire, c'est comme ça qu'on construit un patrimoine, pas en essayant de prédire le prochain krach boursier. Ce qui fait vraiment la différence pour toi. Ce qui fait vraiment la différence entre un investisseur serein et un investisseur stressé, c'est pas le marché, c'est la méthode. Mon expérience de fin 2018 m'a appris cette leçon fondamentale. Sans cadre, sans règles, sans système, même les meilleures convictions ne suffisent pas. On se retrouve à regarder le marché descendre sans savoir quoi faire, puis à regarder un rebond sans avoir agi et sans savoir non plus quoi faire parce que ça remonte.
La méthode RSR que j'ai développée, elle vise des rendements entre 15 et 20 par an avec une approche structurée, réplicable et tu trouveras d'ailleurs ma formation gratuite qui est complémentaire à ce podcast aujourd'hui dans la description de l'épisode de podcast ou la description YouTube, c'était sur YouTube, et ça te permettra d'en savoir un petit peu plus sur tout ça. Si cet épisode t'a apporté de la clarté, déjà partage-le à cette personne dans ton entourage qui dit que depuis 3 ans, j'attends que les marchés baissent pour investir. Tu lui rendras service. Abonne-toi au podcast si c'est pas encore fait et une note ou un commentaire, ça prend 30 secondes et ça aide énormément à faire grandir la communauté des nouveaux rentiers et de ce podcast tout simplement et puis ça me donne un petit peu d'élan positif parce que finalement je parle à une caméra aujourd'hui et à un micro et c'est bien de savoir que derrière il y a des gens, qui aiment bien le contenu que je propose. Dernière phrase de conclusion, ce que je te dirais, c'est que le meilleur moment pour investir, c'était il y a 10 ans, c'est comme l'immobilier et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant, tout simplement. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ce podcast, t'a plu. Je te souhaite une très bonne matinée, soirée, journée, sport, lave-vaisselle, ce que tu veux et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode et porte-toi bien. J'espère que tes investissements se portent bien et c'est que le début de 2026. Il y aura beaucoup d'épisodes sur plein de sujets différents. N'hésite pas aussi à mettre dans les commentaires un sujet qui t'intéresse, que tu aimerais que je développe dans ce podcast. Ça peut être intéressant que tu me partages un petit peu ce que toi tu as envie de savoir aujourd'hui, de comprendre, sur le monde de la bourse, le monde des investissements et en tout cas, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao, ciao!